Toutes les caractéristiques que nous avons étudiées jusqu'à présent étaient déterminées par un seul gène. On dit qu'ils sont monogéniques. Mais en fait, la plupart des caractères morphologiques dépendent de plusieurs gènes différents, soit situés sur le même chromosome, ou bien sur des chromosomes différents. C'est ce qu'on appelle la polygénie. Et on va aborder la polygénie aujourd'hui sous l'aspect des gènes cumulatifs. Alors l'exemple que j'ai choisi est celui de la couleur de la peau. En fait, la couleur de la peau chez l'homme dépend de la quantité et du type de mélanine synthétisée par les mélanocytes de la peau et qui résulte de l'expression de plusieurs gènes. La mélanine étant une protéine, puisque tout gène permet la fabrication d'une protéine. Alors certains gènes agissent en fait sur la production de la mélanine, tout simplement, et donc plus il y a de mélanine produite, plus la peau sera foncée. Les personnes qui ont la peau plus claire fabriquent moins de mélanine que celles qui ont la peau foncée, tout simplement. Il y a d'autres gènes qui déterminent la distribution de la mélanine, c'est-à-dire qu'elle peut être dispersée dans toute l'épaisseur de l'épiderme des individus ayant la peau foncée, ce qui ne sera pas le cas chez les individus ayant la peau claire. Et puis enfin, il y a encore d'autres gènes qui déterminent les quantités relatives de chacun des deux types de mélanine, puisqu'il y a une mélanine qui s'appelle eumélanine et qui est très foncée, alors qu'il y a une autre mélanine qui s'appelle phéomélanine et qui est plutôt un pigment de couleur jaune-rouge. Alors pour simplifier, vous aurez compris l'idée, on peut admettre que la couleur de la peau est régie par trois couples d'allèles différentes. On va les appeler les allèles A, B et C. Quelqu'un qui aurait une peau très foncée, il aurait comme génotype AABBCC. Quelqu'un qui aurait les peaux très claires aurait comme génotype A', B', B', C', C'. Donc vous voyez qu'ici, on part du principe qu'il y a trois couples d'allèles, donc trois gènes, responsables de la couleur de la peau. Et puis on peut imaginer que des intermédiaires donneraient des couleurs de peau intermédiaires. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Ici, je prends l'exemple de trois couples d'allèles, trois gènes, mais en réalité, il y en a même beaucoup plus que ça. Il y a au moins une dizaine de gènes impliqués dans la couleur de la peau, et donc le nombre de combinaisons est très important, et le nombre de possibilités de couleur de peau est très important également. Il y a en plus de ça un facteur environnemental qui joue, puisque des personnes qui vivront dans des régions plus ensoleillées auront également tendance à avoir la peau plus foncée, en dehors de l'aspect strictement génétique. Le deuxième exemple que j'ai choisi intervient notamment dans les rejets de greffe. Alors en fait, toutes les cellules nucléées de notre organisme portent les mêmes protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, qu'on abrège généralement CMH en français, ou HLA en anglais. Elles sont codées par trois gènes situés sur le bras court du chromosome 6. Donc je vous rappelle qu'on possède 2 fois 23 chromosomes, et sur chacun des deux chromosomes numéro 6, l'un hérité de notre père et l'autre de notre mère, se trouvent trois gènes, donc 2 fois 3 gènes, responsables du complexe majeur d'histocompatibilité. Alors en fait, ces trois gènes existent sous une quantité de variantes très importante. Si vous regardez le détail sur le dessin de droite, eh bien vous vous rendez compte que pour le gène qu'on va appeler le gène A, qui est présent sur le chromosome numéro 6, qui intervient dans le complexe majeur d'histocompatibilité, il y a 309 variantes différentes, c'est-à-dire 309 allèles possibles différents. Pour ce qui est du gène B, il existe 563 variantes différentes, 563 allèles différents, et pour ce qui est du gène C, il en existe 167. L'idée étant que nous avons hérité de chacun de nos parents d'un allèle A, d'un allèle B et d'un allèle C. Et donc chacune de nos cellules nucléées comporte au niveau de sa membrane cytoplasmique 6 protéines qui constituent en fait un peu la carte d'identité de nos cellules, qui en fait nous définit d'un point de vue biologique. Et pour qu'une greffe fonctionne, eh bien, il faut veiller à ce qu'un maximum de ces 6 protéines soient identiques, ce qui est assez peu probable si on prend deux individus qui n'appartiennent pas à la même famille. Alors faisons un exemple concret. Imaginons une femme dont le CMH est le suivant. Elle possède les protéines A102, B59, C160 dans sa membrane, ainsi que les protéines
A32, B101 et C4. Donc voilà les 6 protéines qui constituent sa carte d'identité biologique en quelque sorte. L'homme comporte dans chacune de ses cellules, au niveau de la membrane, les protéines A208, B433, C66 et A300, B207, C98. L'idée étant que si une protéine différente de celle que vous possédez arrive dans votre corps, suite à une greffe par exemple, eh bien vous êtes susceptible de fabriquer des anticorps contre tout ce que vous n'êtes pas. Et donc si typiquement cette femme on greffe un organe de cette femme à cet homme, l'homme va produire des anticorps anti-A102, anti-A32, anti-B59, anti-B101, etc. D'accord? Donc notre corps en fait ne rejette pas uniquement ce qu'il possède. Tout le reste est considéré comme étranger. Et donc imaginons que ce couple est un enfant. Alors en fait ce qui est intéressant, c'est que ces 3 gènes sont situés très proches sur le chromosome numéro 6. Et donc, lorsque la méiose opère, eh bien, ils subissent très peu de crossing over, ils vont en fait toujours, pratiquement, être livrés ensemble. Et donc, imaginons que ce couple est un enfant, eh bien cet enfant, il aura par exemple hérité de sa maman des 3 protéines vertes, A102, B59, C160. Je rappelle que ces protéines sont fabriquées au départ des 3 gènes présents sur le chromosome numéro 6, l'un des 2 chromosomes numéro 6 de la maman. Et le papa, imaginons qu'il ait donné le chromosome numéro 6 qui comporte les 3 gènes permettant de fabriquer la protéine A208, B433 et C6. Alors selon vous, si ce couple a un deuxième enfant, quelle est la probabilité que ce deuxième enfant ait le même génotype et le même phénotype que son frère ou sa sœur, ici représenté? On va faire un petit tableau de gamètes. Lorsque la mère va fabriquer des gamètes, la méiose va soit retenir le chromosome numéro 6 qui comporte les allèles A102, B59, C160, qui seront donc présents dans la moitié des ovules de la femme, et dans l'autre moitié des ovules, on retrouvera le chromosome numéro 6 qui comporte les 3 allèles A32, B101, C4. Pour ce qui est de l'homme, 50% des spermatozoïdes comprendront les 3 allèles A208, B433, C66, et les 50 autres pourcents comporteront les 3 allèles A300, B207, C98. Ce qui me donne en fait 4 possibilités différentes de génotypes pour les enfants issus de ce couple. Et donc la réponse à la question que je vous posais, quelle est la probabilité que l'individu précédent ait un frère ou une sœur 100% identique à lui concernant son complexe majeur d'histocompatibilité? Eh bien la réponse, elle est d'une chance sur 4 ou de 25%. Fatalement, chaque enfant sera identique à 50% avec chacun de ses 2 parents en ce qui concerne ce complexe majeur d'histocompatibilité.